Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière après-midi du Meetup Green Tech. En tout cas, j'espère que vous en profitez et que vous profitez de l'endroit absolument merveilleux dans lequel nous sommes. Et on a la chance en plus qu'il fasse beau et de profiter de la verdure. Donc, je vais laisser la parole à Amélie Cantic, adjointe au commissaire général au développement durable, pour cette séquence de présentation des lauréats Open Booster de l'initiative Adaptation. Merci beaucoup, Hélène. Écoutez, bonjour à tous. On a eu le plaisir de se voir hier et je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter effectivement notre challenge et les lauréats. Alors, vous êtes un public engagé, donc je ne vais pas passer très longtemps à vous présenter les enjeux du changement climatique, mais quand même, je pense qu'il est important de se rappeler qu'on est face à un défi qui est inédit, dont les conséquences pour nos sociétés sera extrêmement importantes, et c'est bien notre cadre de vie, notre mode de consommation, notre rapport à la nature qui va être chamboulé au cours des prochaines années. Alors bien évidemment, cette urgence climatique, elle peut parfois faire un peu peur, mais elle est aussi, je crois, une source de motivation et d'innovation assez incroyable. Et je crois que toute l'énergie qui est là aujourd'hui et tout ce qui vous motive et ce qui nous motive au quotidien est plutôt une réponse positive face à ce challenge. Alors le changement climatique, c'est bien sûr tous les enjeux d'atténuation, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi les enjeux d'adaptation. Alors l'adaptation, on en parle de plus en plus parce que on y est déjà. Quand vous parlez au monde agricole, vous voyez bien que les chamboulements climatiques de ces dernières années ont déjà des conséquences très concrètes sur nos producteurs. Quand vous parlez à certains territoires, et je pense aux territoires qui ont été marqués pas plus tard que la semaine dernière, on voit qu'on a des événements qui sont de plus en plus intenses et dont la répétition est de nature à nous inquiéter. Donc l'adaptation, on va la porter et on continuera à la porter de plus en plus dans ce défi en lien avec le changement climatique, ce qui ne veut pas dire que l'atténuation n'est pas nécessaire. Bien évidemment, la décarbonation reste importante, mais il faut accélérer sur ces enjeux d'adaptation parce que de toute manière, on sait qu'il y a des évolutions qui auront lieu. Alors, c'est tout le travail qui a été porté par le ministère de la Transition écologique, que je représente, avec ce fameux plan national d'adaptation que la ministre vous annonçait ce matin et qui sera présenté en consultation publique dans les prochaines semaines. Alors, de notre côté, on a voulu se saisir en 2024 de cet enjeu d'adaptation pour essayer de contribuer à notre mesure. Et je regarde les équipes des collabs qui sont pilotées par Thomas Cotinet, contribuer à ce grand défi en essayant de mobiliser les réseaux d'acteurs pour participer par la valorisation de la data aux solutions. Parce qu'en fait, le temps du diagnostic, il faut le consolider, c'est très important, mais le temps est aussi au passage à l'action. Et pour agir, il faut des diagnostics. La première étape, c'est quand même d'avoir l'information, d'être capable de diagnostiquer, d'être capable de comprendre pour trouver des solutions adaptées. Et du côté du ministère de l'écologie, on est tous mobilisés là-dessus. Alors quand je dis tous, c'est tous nos partenaires. Vous avez vu, il y a plein de logos en lien avec ce challenge parce que on est très nombreux à se mobiliser sur ces enjeux. Il y a bien évidemment l'Agence nationale de cohésion des territoires, il y a bien évidemment l'Agence de la transition qui est l'ADEME, il y a les services de Météo France qui sont quand même au cœur de l'information, l'Office français de la biodiversité, l'IGN, et je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas énormément, le CEREMA. Quand même le citer, sinon certains vont me faire les yeux noirs dans la salle. Donc voilà, tous ces acteurs
travaille sur ce défi-là, notamment en s'appuyant sur le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui est notre centre de référence. Et on s'est dit finalement quels sont les besoins. Et on a identifié un besoin au niveau des outils numériques. On s'est dit, il y a plein d'outils numériques qui existent déjà. Il y en a plein de nouveaux qui vont être inventés dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on contribue à une meilleure lisibilité, une meilleure efficacité de ces outils? Et puis, il y a un besoin peut-être de mieux maîtriser finalement l'information et donc de sensibiliser le plus grand nombre à l'usage de la donnée. Et enfin, il y a le fait d'accélérer des nouveaux projets. Et vous voyez, en vous présentant ces 3 enjeux, je suis en train de vous présenter les 3 briques du challenge tel que l'on l'a conçu. Notre constat est celui de dire qu'aujourd'hui, on peut avoir une envie politique. Pour autant, si on n'a pas les outils, on va prendre beaucoup de temps, voire on va gaspiller un peu d'argent, ce qui dans le monde dans lequel on est un problème. Et donc, on a besoin de maximiser cette capacité des territoires à porter des solutions. On prend un exemple, on l'aime bien parce qu'il est très quotidien des Français. Je crois que tout le monde est convaincu du fait qu'il faut végétaliser les villes. Aujourd'hui, dans nos centres urbains, on a des problèmes d'îlots de chaleur qui sont très compliqués. En fait, végétaliser une ville, c'est très complexe pour une collectivité qui a construit sa ville sur du béton. Très compliqué. Où est-ce que je peux planter? Comment je fais? Est-ce que si je fais un trou, où est-ce que je mets cette espèce, ça va marcher? Et donc là, on a essayé de regarder avec collectivité de Lyon comment est-ce que l'usage de toutes les informations dont elle dispose peut l'aider à prioriser des zones de chantier et peut aussi l'aider à se rendre compte que en fait ça va être très compliqué de végétaliser parce qu'il y a plein d'endroits où ça va pas être possible, où ça devrait pas marcher, sauf à surinvestir le sujet. Et donc ça c'est important parce que avoir ces outils, ça permet d'aller plus vite, puis ça permet aussi de caractériser le fait que c'est pas si simple, parce que c'est vrai que nos concitoyens peuvent finalement être assez exigeants sur la vitesse à laquelle on délivre des réponses et être capable de leur expliquer qu'il y a des raisonnements de diagnostic et puis des priorisations avant le passage à l'action, c'est important parce que ça permet d'expliquer la décision publique. Et je crois qu'on a aussi besoin d'expliquer la décision publique à nos concitoyens qui parfois ont l'impression que ça va trop vite ou que ça va pas assez vite ou en tout cas que c'est pas comme il faut. Et donc ça fait partie aussi des enjeux dans ce domaine de l'adaptation où les gens vont être chamboulés, où les gens vont être en difficulté. Être capable d'expliquer le sens et les priorités de l'action publique sera essentiel si on veut qu'elle réussisse. Ce qu'on a fait avec la Direction générale de l'énergie et du climat, avec nos collègues et nos partenaires des administrations, c'est lancer donc cette initiative en juin 2024. 3 niveaux. Le premier, c'est des webinaires de formation qui viennent acculturer les décideurs publics, plutôt collectivités territoriales, sur l'utilisation des outils déjà à disposition pour aller du constat général jusqu'à la maîtrise des dernières bases de données de Météo France pour comprendre, faire des simulations sur son territoire. Tous ces webinaires, ils sont en cours. On en a encore programmé pour les mois qui viennent. Premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, c'est faire la cartographie de ce qui existe. Il y a plein d'outils qui sont déjà disponibles en open data ou en accès libre et on se trouvait vraiment utile de pouvoir les identifier pour 2 raisons. La première, c'est faciliter l'accès. Je suis un élu, j'ai un problème. Est-ce qu'il y a un outil qui répond à ma solution? Premier enjeu. Et deuxième enjeu, c'est d'éviter qu'on réinvente l'eau chaude parce que on est un peu spécialiste de ça dans ce pays et donc notre but, c'est pas qu'une collectivité qui se pose une question aille inventer son outil. Peut-être qu'il existe déjà, qu'il est en open source, que je peux le réutiliser. Et donc là, je gagne plusieurs mois et des moyens. Et donc, cartographie, elle est en cours et elle sera bien évidemment mise à la disposition de tout le monde. Et en plus, on a plutôt identifié une centaine d'outils à date, ce qui est pas rien, hein, alors certes, le champ de l'adaptation, c'est important, mais c'est quand même plutôt pas mal d'avoir déjà une centaine d'outils.
Et l'enjeu, c'est bien évidemment que cette famille, elle s'accroisse et que chaque fois qu'il y a un nouvel outil, il puisse s'intégrer correctement pour qu'on ait demain, finalement, à la disposition du plus grand nombre, et je pense à nos collectivités rurales, celles qui ont le moins d'ingénierie, des outils, un premier niveau d'outils d'accès libre pour traiter un certain nombre de questions. Bien évidemment, pour aller plus loin, il faudra de l'ingénierie, il faudra de l'offre technique, et ce relais existera. Et puis le troisième étage de la fusée, c'est l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est l'Open Booster. Alors l'Open Booster, dont aujourd'hui on va vous annoncer les projets de lauréats, c'est un programme qui a été conçu en innovation ouverte, avec l'identification d'un certain nombre d'équipes, d'horizons très divers, mais comme ils vont se présenter, vous allez par l'exemple constater cette diversité. On a eu un travail en plusieurs temps. Le premier temps, ça a été celui de cet appel à candidature et la sélection des lauréats aujourd'hui. Dans les semaines qui viennent, on va accompagner chacun des lauréats pour bien structurer son projet et son besoin. Est-ce qu'il a besoin d'accès à une data? Est-ce qu'il a besoin de se connecter avec tel et tel partenaire institutionnel? Et donc ça, c'est le travail qui va être fait dans les prochaines semaines, avec pour objectif qu'on puisse, en mars prochain, présenter les résultats donc de ces outils qui auront été boostés, qui auront été améliorés et qui seront présentés dans leur forme la plus efficace en mars prochain. Donc je vais laisser la parole à Hélène Costa, non sans l'avoir très chaleureusement remerciée pour son investissement dans cet exercice, pour qu'elle commence à nommer nos lauréats, et puis qu'ils viennent chacun vous présenter leurs solutions, et qu'ils viennent aussi vous dire en quoi nous aurons besoin de vous demain pour accompagner ces lauréats, parce que, je vous l'ai dit, Open Innovation, c'est un peu un ADN au sein d'Ecolab, et donc certes, nous serons là comme acteur principal, mais on compte aussi sur vous. Pourquoi ? Pour aller tester ces solutions, parce que quoi de mieux que le test pour dire si quelque chose est adapté, pour aller utiliser ces solutions, pour aller les challenger. Et donc on vous expliquera à la fin en quoi nous allons ouvrir ce booster encore à un cercle d'acteurs pour nous permettre cette maturation des projets dans les prochaines semaines. Voilà, merci beaucoup. Hélène. Donc, on est ravis d'accueillir bien nos 7 lauréats. On va vous les présenter. Ils ont une présentation très courte pour que tout le monde puisse s'exprimer. 3 minutes de pitch. L'ordre dans lequel nous allons vous présenter, c'est un ordre de l'outil le plus générique à l'outil le plus spécifique. Mais bon, voilà, je pense que vous attendez juste tous qu'on vous donne les noms. Donc je vais commencer par le premier lauréat, donc Climate Q&A, porté par l'entreprise Equimetrix et qui va être présenté par Timothée Boé. Le thème, l'IA générative au service de l'information climatique. Donc moi, je suis Timothée Boé de Equimetrix pour vous présenter Climate Q&A. Et je vous propose de commencer avec une question à main levée. Qui a déjà lu le rapport du GIEC dans son intégralité? Je vois qu'il y a assez peu de gens. Moi, je dis la moitié. Assez peu de gens, et c'est en fait assez compréhensible, parce que c'est un rapport qui est très long, plusieurs milliers de pages, qui est assez dense et technique, et du coup qui ont fait un rapport qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Malgré le fait que ça soit une source d'information super riche pour s'informer sur le climat. Dans ce contexte, on a développé un outil, Climate Q&A, qui est en ligne, ouvert, gratuit, que vous pouvez utiliser dès maintenant, qui a vocation à démocratiser l'accès à la science climatique en permettant de vulgariser les informations qu'on peut retrouver dans le rapport du GIEC, tout en préservant la robustesse scientifique et le fait que les informations soient sourcées et détaillées par le rapport du GIEC.
Cet outil, il se représente de la façon que vous pouvez voir ici, comme un assistant conversationnel dans lequel vous allez pouvoir poser des questions aussi bien génériques que spécifiques, des questions comme quel est l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, ou des questions plus spécialisées comme les mécanismes de fonte du permafrost, et avoir une réponse qui va être adaptée à l'utilisateur, donc dans la langue de l'utilisateur, avec quelque chose de structuré et de compréhensible, en se sourçant uniquement sur des éléments factuels qui proviennent du GIEC. Donc là, vous pouvez le voir avec une réponse qui est écrite et des citations qui vont se référer à des passages du GIEC que vous pouvez voir sur la droite. Comment cet outil fonctionne ? Rapidement, dans les grandes lignes, on a traiter le rapport du GIEC en extrayant les informations de manière structurée, donc identifier les paragraphes, les titres, les images, etc. pour comprendre ce rapport. Et ensuite, on a un moteur de recherche qui, en 2 étapes, va prendre la question de l'utilisateur, chercher dans le rapport du GIEC les passages qui sont le plus susceptibles de contenir l'information pour répondre à la question. Et ensuite, on a une IA générative qui va formuler une réponse structurée en se basant sur ces passages pour répondre à la question d'un utilisateur. Du coup, cet outil va pouvoir être utilisé par tout le monde, du simple citoyen à l'expert climatique, et donc pouvoir être utilisé par les collectivités territoriales ou décideurs locaux. Dans le cadre de l'Open Booster, ce qu'on veut faire, c'est développer cet outil, où aujourd'hui, il se source uniquement sur le rapport du GIEC, donc des informations qui sont assez générales, donc des informations à l'échelle de continents ou de pays. Mais on voudrait rajouter des données plus spécifiques, des données plus locales, pour pouvoir répondre à des questions que pourrait avoir un décideur local, par exemple en Bretagne. Et pour ça, on aurait besoin de 3 choses, de données, de compétences techniques pour intégrer ces données dans l'outil, et d'expertise métier pour nous faire des retours et nous aider à intégrer ces données de la meilleure façon possible en maintenant cette robustesse scientifique. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Timothée. Lauréat numéro 2, Facilitact, une start-up d'État portée par l'ADEME et présentée par Aude Bodigel et Alexandre Joubert, ou comment accompagner les territoires dans leur démarche d'adaptation. Merci. Tu fais défiler. Merci, bonjour, Aude Bodigel. Donc, je suis intrapreneur de Facilitact et dans mon autre vie à l'ADEME, coordinatrice adaptation en charge de la démarche TACT. TACT pour trajectoire d'adaptation des territoires au changement climatique. Et donc pour moi, Alexandre Joubert, donc Product Manager sur la start-up d'État Facilitact, une plateforme qui vise tout simplement à faciliter une appropriation des contenus, des indicateurs pour les chargés de mission climat au sein des collectivités. Et donc de s'approprier un maximum de contenu pour attaquer cette première étape de TACT, qui est le diagnostic. Alors, un constat, notre sujet d'adaptation ne parle pas, que ce soit l'exécutif ou aux politiques. Alors, pourquoi ? Peut-être qu'on ne regarde pas au bon endroit. Je vous donne un exemple, la canicule de 2003. Lors d'un exercice d'analogue, Météo France avait conclu que les conditions de température que nous avions eues lors de cette canicule en France seraient passées inaperçues à Cordoue. Alors Cordoue, pas à l'autre bout du monde, Cordoue en Espagne. Donc quel est le problème ? Pourquoi chez nous ça s'est traduit par près de 15 000 morts supplémentaires ? Eh bien, il se trouve qu'il y a des facteurs aggravants, des facteurs dits de sensibilité, qui font qu'on va être plus ou moins impacté par ce type d'événements climatiques. Et donc, l'objectif de Facilitact, c'est de mettre à disposition ce type d'indicateur pour chaque territoire, de façon qu'ils puissent objectiver leurs facteurs de sensibilité. Par exemple, un facteur de sensibilité lié à la chaleur, c'est l'âge de votre population. Et là, on le voit sur la plateforme. Là, Aude parlait de l'inconfort thermique. Et donc, il y a l'indicateur du grand âge. Mais dans le facteur de sensibilité, on peut aussi retrouver le travail à l'extérieur ou la fragilité économique. C'est autant, en fait, d'infos contextuelles qu'on viendra donner aux chargés de mission climat. Des indicateurs qui seront localisés, c'est-à-dire à l'échelle de leur territoire,
une EPCI, une collectivité, thématisé, parce qu'en fait on retrouve là, on a parlé de l'inconfort thermique, mais ça peut être aussi bien sûr la biodiversité par exemple, contextualisé avec une analyse enrichie, on n'est pas dans une donnée brute, et bien sûr regroupé pour permettre un diagnostic avec une vision systémique qui est forcément obligatoire par rapport aux enjeux qu'on traite. Comment ? Par une communauté de bonnes pratiques et d'échanges entre ces chargés de mission climat et bien sûr plusieurs dimensions d'échelle de territoire qu'on essaie de regrouper et d'animer ensemble. Alors on envisage plusieurs types d'actions. La première, actuellement on restitue beaucoup de données sous forme un peu façon tableau Excel. Bon, c'est pas très communicant, c'est pas très engageant pour passer à l'action. Notre idée, c'est d'essayer de trouver des infographies dynamiques. Donc dynamique, pourquoi ? On vous le disait, on fournit de la donnée à une échelle locale et qui s'adapte forcément. Vous êtes un PNR, ou vous êtes un EPCI, ça doit sortir. On a également, on va traiter énormément de données. Il y en a qui sont très simples. La population de plus de 80 ans est une donnée extrêmement simple. Il y a des indicateurs qui vont être composites, à aller chercher dans plusieurs bases de données. Donc là, on a un travail plutôt vers la data analyse. Et puis, des choses parfois beaucoup plus spécifiques, comme les LCZ, donc les Local Climate Zones, où là, on a vraiment un besoin métier, mais aussi trouver la bonne base de données, mais aussi éventuellement un assemblage, parce que apparemment l'information n'existe pas sur tout le pourtour français. Donc voilà, on a besoin de plusieurs compétences. Et autant de compétences qui sont en fait des moyens d'appropriation, des indicateurs qui sont autant de levées d'action ensuite pour les chargés de mission. Donc nous rejoindre, c'est une meilleure appropriation de tous ces enjeux de l'adaptation. Merci. Merci beaucoup, Aude et Benjamin. Troisième lauréat. Territoire fertile, porté par l'association Les Greniers d'Abondance et présenté par Benjamin Cuillet sur le thème sécurité alimentaire et changement climatique. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Benjamin Cuillet, donc je travaille pour l'association des Greniers d'Abondance, donc qui s'occupe, comme on vient de dire, de sécurité alimentaire. C'est-à-dire de la capacité qu'on a à garantir une alimentation accessible, saine et durable à toutes et à tous. Alors on pourrait penser qu'en France, cette sécurité, elle est garantie aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment le cas, parce que notre système alimentaire est défaillant quand même sur plusieurs aspects. Alors pour en citer quelques-uns, on a quand même aujourd'hui 5 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité alimentaire. On a... Pardon ? Il fallait que je change, oui. Merci. Bon, c'est pas très... On a l'alimentation qui est une des causes majeures de mauvaise santé des Français et Françaises. Et puis, c'est pas la moindre, l'agriculture est la première force de transformation des conditions d'habitabilité de notre terre. De l'autre côté, cette sécurité alimentaire, elle n'est pas garantie dans le temps non plus, parce que le système alimentaire est très vulnérable à toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre planète, à savoir le changement climatique, l'effondrement du vivant et l'épuisement des ressources. Alors je vous l'accorde, le tableau il est assez sombre, mais l'urgence est quand même bel et bien là, et donc il est important qu'on s'attaque à ce problème. Alors heureusement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais les solutions existent, il y a un consensus scientifique là-dessus, et en gros il y a 3 grosses actions que nous devons appliquer à l'échelle de la France pour nous garantir une sécurité alimentaire demain, qui sont de changer de pratique, donc de passer sur l'agroécologie, de reterritorialiser nos systèmes dans les territoires et puis de diminuer par 2 notre consommation de produits d'origine animale. Alors, ces 3 actions, il faut les faire à toutes les échelles, à la fois nationale, en changeant des lois, mais aussi à l'échelle territoriale. Et c'est à cette échelle que s'inscrit Territoire fertile. Donc Territoire fertile, c'est quoi ? C'est un outil en ligne gratuit qui est déjà disponible et qui se donne comme double objectif d'un côté permettre l'appropriation des enjeux agricoles et alimentaires sur son territoire, donc de raconter en fait de façon simplifiée, on va dire, enfin vulgariser sans simplifier les grands enjeux de son territoire, donc de faire en quelque sorte du storytelling, et puis de l'autre de permettre le passage à l'action des porteurs de projets ou futurs porteurs de projets.
Donc tout ça s'adresse évidemment à tout le monde, que ce soit à la fois les agents territoriaux, mais aussi les élus et les citoyens engagés. Donc, en gros, dans la plateforme, on permet d'accéder à des fonctionnalités de diagnostic qui sont plus ou moins poussées pour permettre, selon son niveau de connaissance, de s'approprier ces enjeux et vraiment dans une approche territoriale qui est très importante pour se mettre en action. Voilà, donc dans le cadre de l'Open Booster, ce qu'on aimerait, c'est mettre dans cette plateforme de nouveaux indicateurs pour rendre compte de la dépendance à l'eau dans l'agriculture. Et donc il y a tout un travail de méthodologie à mettre en place, d'analyse de données, et puis surtout de mise en récit de ces données pour rendre cette thématique qui est cruciale aujourd'hui et demain sur la thématique agricole accessible à tout le monde et compréhensible par tout le monde. Voilà, donc j'espère que le sujet intéressera certains et certaines, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. Et maintenant, alors, non, c'est Réseauville. C'est D'accord. Pardon. Donc, Morgane Mouillet de Batadapt, portée par l'Observatoire de l'immobilier durable sur la thématique vulnérabilité du bâti. Oui, merci beaucoup, Hélène. Donc, bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Morgane Mouillet. Je travaille à l'Observatoire de l'immobilier durable. Donc, l'Observatoire, c'est une association à vocation d'intérêt général qui a pour but d'accompagner le secteur de l'immobilier dans la transition écologique. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'adaptation au changement climatique. Donc, le constat qu'on fait à l'OID et qui est partagé, c'est que 6 Français sur 10 sont déjà exposés aux risques climatiques. Il est urgent d'adapter les bâtiments qui sont un des premiers remparts contre les catastrophes climatiques pour les occupants. Donc pour ce faire, nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille sur un outil d'analyse cartographique des risques climatiques qui s'appelle Batadapt. Donc Batadapt est paru en 2020, oui. Et Batadapt Territoire sont jumeaux pour les collectivités en 2023. Et donc le but, c'est d'accompagner à la fois les professionnels de l'immobilier, mais aussi les professionnels des collectivités dans leur adaptation au changement climatique. L'outil propose un parcours complet du diagnostic à la recommandation d'action. Les professionnels l'utilisent déjà aujourd'hui, puisque l'outil est accessible en ligne. Ils l'utilisent donc pour prioriser les bâtiments ou mettre en place des actions, pour choisir un site d'implantation pour une construction ou pour adapter les techniques constructives au climat local. Donc, comment cela fonctionne ? Donc, l'outil offre 3 principales fonctionnalités qui sont la visualisation cartographique d'indicateurs climatiques, le diagnostic et la recommandation d'action. Donc, pour réaliser ce diagnostic à l'OID, on propose des modèles de risques climatiques. Donc, pour construire ces modèles, ce qu'on fait, c'est qu'on croise des données d'exposition climatique qui vont être des indicateurs issus de Météo France, Copernicus, Explore 2 aussi. Et on les croise avec des données sur la vulnérabilité des bâtiments. Donc, cette vulnérabilité va dépendre à la fois de caractéristiques techniques du bâtiment et d'enjeux d'usage. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les populations âgées ou ce genre d'enjeux. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, nous, on est très contents d'être lauréats de l'Open Booster pour pouvoir continuer à développer cet outil. Donc, comme je disais, on travaille sur des modèles. Un de nos enjeux principaux, c'est donc la mise à jour de ces modèles que nous, on aimerait bien automatiser, puisqu'il y a toujours des nouvelles données qui sortent sur DRIAS Météo France et ça représente un travail considérable de faire de la veille sur la donnée. On aimerait bien également travailler sur l'affinage de nos modèles avec des spécialistes du climat ou des bâtiments et de la data. Et enfin, on aimerait bien pouvoir intégrer l'aléa dynamique littoral, parce qu'à date, il n'est pas encore disponible sur l'outil, parce qu'on n'a pas encore trouvé de données prospectives permettant de l'intégrer encore. Donc voilà, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire progresser cette adaptation des bâtiments au changement climatique. Merci beaucoup, Morgane. Notre 5e lauréat Adapt Canicule, porté par l'association Réseauville, représentée par Frédéric Frénard et Maximila Stendorson, la thématique îlots de chaleur et population vulnérable. Bonjour à toutes et tous, merci de votre accueil. Donc, on travaille pour un réseau qui s'appelle Réseauville, qui est un centre de ressources politiques de la ville et qui agit en Bretagne et Pays de Loire sur le périmètre des quartiers populaires.
Et nous, notre travail, en fait, c'est d'améliorer la connaissance, en fait, des professionnels des enjeux qui traversent leur politique publique, et c'est d'accompagner le développement de nouvelles pratiques. En France, il y a 5,4 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et pour lesquelles les enjeux climatiques ont un impact considérable dans leur quotidien. Et c'est pour lequel, en fait, nous, on souhaitait y prêter une attention forte. C'est une des priorités aussi nationales, en fait, les enjeux des transitions. Pour autant, on a encore du mal à faire dialoguer, en fait, nos politiques publiques avec les autres politiques des transitions. Donc, l'enjeu de rapprocher ces cultures professionnelles est pour nous hyper importante. Mais on a aussi besoin de développer, effectivement, de nouvelles connaissances sur ce sujet. Donc, dans le cadre de notre projet, on a voulu s'intéresser justement à l'aspect plutôt canicule pour commencer à mettre le pied sur ce sujet. À votre avis, est-ce que les zones les plus affectées par les canicules sont celles où résident les populations les plus fragiles ? Donc, à Réseauville, c'est le sujet qu'on a voulu questionner. Et comment on a essayé d'y travailler ? Maximilien, peut-être Ouais. Du coup, l'idée c'était d'avoir une cartographie des territoires sur lesquels on travaille, donc sur l'ensemble de l'EPCI, qui essaie d'identifier le plus précisément possible où se situent les secteurs les plus à risque dans le cas d'une canicule. Derrière cet indicateur synthétique, on retrouve 4 indicateurs qui nous permettent à la fois de comprendre le risque, donc c'est-à-dire où est l'aléa climatique, caniculaire le plus fort, où sont les vulnérabilités socio-économiques les plus fortes, et 2 autres indicateurs qui nous permettent de comprendre l'environnement dans un cas de canicule, c'est-à-dire est-ce que l'environnement est favorable dans un cas de canicule, et le dernier indicateur, c'est l'accessibilité à des lieux de refuge ou de repli dans ce milieu urbain. Et donc c'est ces 4 indicateurs qui nous permettent d'avoir un outil qui nous permet à la fois de sensibiliser et en même temps d'avoir techniquement des outils de connaissance et de compréhension de ce qui fait le risque. Donc, à ce jour, la solution, c'est plutôt un POC, du coup. Donc, on souhaite le développer à l'échelle nationale parce qu'en fait, cette question des canicules, elle est commune à tout le monde, en fait. Et on se rend compte dans nos réseaux, on a besoin de faire monter en compétence l'ensemble de nos réseaux sur ces sujets. Et du coup, nous recherchons plutôt des compétences en développement pour justement accompagner l'automatisation en fait, des données, du développement aussi en data analyse, mais aussi en ergonomie. Donc on cherche des designers aussi pour que la solution elle soit ergonomique et que la visualisation soit le plus sympa possible pour les futurs usagers, qui seront des professionnels, des collectivités, des institutions publiques, etc. Je pense avoir tout dit. Merci. Merci beaucoup Frédéric et Maximilien. Lauréat numéro 5, Récolto de l'entreprise Machina Corpus est présenté par Olivia Duval sur le thème de la gestion des eaux pluviales. Bonjour, donc je suis Olivia Duval, responsable des solutions territoriales chez Machina Corpus et je vais vous présenter Récolto. Donc, Récolto est né dans nos équipes d'exploration l'année dernière, suite à la sécheresse qui a touché tout le pays. Et à cette occasion, on s'est un peu penché sur les usages de l'eau potable. Et ce chiffre nous a beaucoup interpellés, parce que 38% de l'eau potable utilisée par les ménages français pourrait être substituée par de l'eau de pluie. Donc, fort de ce constat, on s'est dit c'est quand même dommage que toute cette eau soit perdue et donc on a réfléchi à la manière dont on pourrait récupérer l'eau de pluie depuis les toitures des particuliers et donc on a développé un outil qui est aujourd'hui accessible en ligne qui s'appelle Récolto, donc qui est une application cartographique en open source qui vous permet à partir du web ou de votre mobile de dessiner sur une carte la surface de votre toiture qui vous permettra de récupérer l'eau de pluie. Et ensuite, grâce à un calculateur intégré, vous avez le volume d'une cuve qui serait adaptée à vos besoins et un autre calculateur qui vous permettra de connaître le montant économisé sur votre facture d'eau en rapport avec l'eau de pluie que vous aurez récupérée. Donc ça, c'est le premier usage, c'est l'application qui est aujourd'hui à disposition pour tout le monde. Mais nous, notre objectif, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de permettre, notre cible, en fait, ce sont plutôt les collectivités, les institutionnels qui vont mettre en place des programmes de sensibilisation à l'utilisation de l'eau potable, qui vont mettre en place des programmes de subvention d'achat de cuves, par exemple, et puis d'autres choses autour de l'économie de l'eau. Et donc,
donc aujourd'hui, on a cet outil qui vous permet, comme je vous le disais, d'avoir des premiers calculs, mais dans le cadre de l'Open Booster, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir des experts métiers qui seraient capables de nous apporter un peu plus d'informations sur les usages de l'eau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que c'est un peu le thème commun à tout le monde, mais ce qu'on aimerait, c'est savoir de la donnée, puisqu'en fait, aujourd'hui, nous, on a uniquement de la donnée qui est en open data, donc on connaît vaguement les usages, mais typiquement, on aurait vraiment besoin de données autour des projections climatiques, puisqu'en fait, Récolto s'inscrit donc dans un territoire donné, donc on connaît la pluviométrie, mais on aimerait savoir les projections à 5 ans, à 10 ans, etc., sur les évolutions climatiques. Et puis, on aimerait également avoir des bêta-testeurs en collectivité, des institutionnels qui puissent nous remonter les améliorations à apporter à notre outil. Donc, si vous souhaitez sauver l'eau potable, eh bien, rejoignez-nous. Merci Olivia. Et notre 7e et dernier lauréat, Mon impact eau, porté par la SKIC Copo, est présenté par Mathieu Asselet sur le thème de la sobriété hydrique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Asselet. Je suis très heureux directeur général d'une société coopérative, la première du genre, qui préserve l'eau au service de la régénération du vivant. Donc je suis très heureux parce que chaque matin, je me lève pour préserver l'eau. Ça me motive à me lever. 70% de la planète, 80% de nos corps et 100% de nos activités économiques. L'eau est partout. Elle est indispensable à nos vies, à la biodiversité, aux écosystèmes. Nous sommes donc dépendants de l'eau et l'eau est dépendante de nous. Or, comme c'est écrit ici, et comme ça nous a été rappelé par Amélie tout à l'heure, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Il nous faut donc savoir diagnostiquer notre usage de l'eau. Vous connaissez sans doute toutes et tous le DPE, diagnostic de performance énergétique, mis en place dès 2006, qui a connu plusieurs améliorations et qui a donc largement contribué à l'optimisation de la performance énergétique de nos bâtiments. Alors aujourd'hui, devant vous, je suis très très fier de vous annoncer que COP-Eau et ses associés, hydrobiologistes, architectes, ingénieurs, lancent le projet du diagnostic de performance hydrique, ou le petit cousin du DPE, mais à l'échelle de l'eau pour les bâtiments. Dans le cadre de l'Open Booster, ce que l'on souhaite faire, c'est développer la première brique de ce DPH que nous avons appelé Mon Impact Eau, qui se trouve être une plateforme disponible gratuitement en ligne à destination des entreprises et des particuliers pour faire une pré-évaluation de l'usage de l'eau dans le bâtiment, rendre à ses clients, ses utilisateurs, un premier diagnostic entre A et G, et surtout leur permettre d'avoir un premier plan d'action pour baisser leur impact sur l'eau et baisser également leur dépendance à l'eau. Alors pour ce faire, de quoi nous avons besoin aujourd'hui pour avancer sur ce projet qui démarre tout juste? On a besoin de compétences, on a besoin d'avoir des hydrologues, on a besoin d'avoir des web designers pour faire une belle plateforme qui va être optimisée grâce à des UX designers qui rendront l'expérience incroyable et alléchante. Et nous avons besoin d'avoir accès à des données de l'eau pour pouvoir évaluer l'usage de l'eau des particuliers et des entreprises. Alors si vous aussi, vous voulez être des game changers sur l'usage de l'eau à l'échelle nationale, voire peut-être européenne, rejoignez-nous. Merci. Merci Mathieu. Écoutez, merci beaucoup, encore bravo à nos 7 lauréats. Et donc, ayez conscience que votre chemin ne fait que démarrer aujourd'hui. On n'est pas sur une étape conclusive, on est sur le début de la deuxième phase de ce challenge. Alors pour la suite, je vais faire un petit appel à motivation. Je crois qu'il a déjà été initié par nos lauréats. 2 moyens de participer. Le premier, c'est de vous signaler pour être
être bêta-testeurs et venir utiliser ces solutions. Le deuxième moyen, c'est aussi de venir rejoindre l'équipe d'OpenInno qui va accompagner ces 7 lauréats dans les prochaines semaines. Alors, pour ceux d'entre vous que nous connaissons déjà, nous viendrons vous chercher un petit peu, mais j'ouvre largement la contribution. Vous avez vu dans quel état d'esprit on porte ces projets et on souhaite accompagner nos startups. Pour la suite, peut-être quelques rendez-vous. Vous pouvez poursuivre les échanges au rez-de-chaussée dans les prochaines heures et dernières heures de ce meet-up. Les lauréats seront aussi avec nous au Forum des solutions organisé par la Tribune le 3 décembre. Et puis, on se retrouve tous le 10 et 11 mars à Rennes dans le cadre du forum organisé par les Interconnectés pour finir ce challenge annuel, puisque vous avez compris, 2024, adaptation, 3 niveaux à la fusée. On était en train de parler du booster des solutions et on clôturera la séquence en mars 2025 avec des démonstrations, j'espère, de ces projets qui auront été augmentés par votre contribution collective. Je voudrais juste finir là-dessus, vous dire que nous, on croit que la solution, elle émergera d'une mobilisation collective, de la construction de communs. Et donc, ces communs, on peut les souhaiter de notre vœu au niveau de l'administration, mais ils n'auront lieu que si chacun y participe. Et donc, je remercie chacun d'entre vous pour votre contribution à cet exercice collectif, État, collectivité, acteurs associatifs, citoyens et entreprises privées. C'est ce qui fait nation et c'est ce qui fait commun. Merci à vous.